Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique des 101 Dalmatiens, un film de 1961 de Clyde Geronimi, Wolfgang Reitman et Hamilton Luske. Il est inspiré, toujours très librement, d'un roman éponyme de Dodie Smith qui était paru en 1956. Il a été réalisé avec 4 millions de $, il en a rapporté 6,4 à sa sortie aux États-Unis, Canada. Et avec ses différentes ressorties, il a quand même amassé 215 millions, donc c'est vraiment un gros succès. Il a eu également de bonnes critiques. Il dure 1h19 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est encore, comme La Belle et le Clochard, une histoire de chiens. Mais des chiens qui ont perdu leurs enfants et qui vont essayer de les retrouver pour les ramener à la maison. Alors, fini les projets ambitieux, ici nous sommes dans des projets du quotidien chez Disney, comme l'échec de La Belle au Bois dormant nous l'avait indiqué. Alors, projet à la baisse, histoire à la baisse, j'ai envie de dire, du point de vue narratif, nous sommes près des animaux. C'est vraiment proche de La Belle et le Clochard, j'allais dire un remake, non pas tout à fait, mais le film innove parce qu'il se déroule dans une époque contemporaine, on y regarde la télévision, ça c'est très bien, puisque bien sûr Disney se tourne vers la télévision avec des émissions, et c'est voilà, un récit de la recherche de la progéniture. Avec un petit peu de suspense d'ailleurs à la fin, à la fuite des Dalmatiens dans le camion avec Cruella d'Enfer qui les poursuit derrière. Mais dans l'ensemble, c'est pas très folichon. Il y a quelques bonnes idées dans le scénario, mais dans l'ensemble, on se concentre beaucoup plus sur les animaux. Les parents dalmatiens, ils sont très courageux. Ils ont une intelligence que Cruella et ses laquais sous-estiment. Ils sont très sympathiques, émotifs, aussi bien Pongo que Perdita. Il y a aussi plein d'autres types de chiens. C'est très très agréable. Après, il y en a que je n'ai pas vraiment aimé. En même temps, on les voit pas beaucoup, mais c'est vraiment une redite de La Belle et le Clochard. On a une espèce de colonel, voilà, que je trouve un peu moyen. Mais ici, par rapport à La Belle et le Clochard, tous les animaux sont gentils, même le chat. Alors le chat, il n'a rien à voir avec Figaro de Pinocchio et il n'a rien à voir avec les Siamois. J'aime beaucoup, c'est un espèce de petit sergent, voilà, qui fait de son mieux pour accomplir sa mission. Moi j'ai beaucoup aimé le chat. Même je me rappelle quand j'étais petit, j'aimais bien quand le chat il entrait dans la maison et il essayait de compter les Dalmatiens, j'aimais beaucoup ce passage. Et les humains, alors bien sûr ils sont quand même plus personnalisés que dans La Belle et le Clochard. Et du fait de la recherche du réalisme qui a été critiquée à la sortie de La Belle au Bois dormant, eh bien nous allons peut-être un peu plus tourner vers quelque chose de cartoonesque. Mais il y a quand même une référence à La Belle au Bois dormant. On a cette femme de chambre qui ressemble aux fées, et même par extension qui ressemble aussi à la marraine dans Cendrillon. Voilà, donc il y a une filiation aussi dans la représentation de cette petite dame là qui essaye de pouponner un peu tout le monde. Voilà, qui a, j'allais dire la femme de ménage, non, mais une sorte de majordome, mais de personne qui est très présente et qui est très bénéfique et bienveillante. Je crois que c'est vraiment ça. Disney, revient avec des choses plus cartoonesques, donc il y a un peu une caricature des êtres humains, et dès le début on nous le montre avec ces chiens qui défilent dans la rue avec leur maître qui représente assez bien le chien, ou tel chien, tel maître, j'ai envie de dire. C'est adapté au style léger des 101 Dalmatiens. Et les parents, ils sont bien présents. Roger a une impétuosité, une générosité d'esprit. Et Anita, elle est, on va dire, organisée. On les voit pas tant que ça, mais après, je peux aussi avoir le film en live action en tête, ce qui me fait embrouiller un peu les choses. Mais je trouve qu'Anita, a l'air plus organisée. C'est le complément idéal pour Roger qui est un peu étourdi, un peu, qui se disperse, voilà. C'est en plus une très belle femme, sans sensualité excessive. Ça, c'est super. Les deux amoureux sont convaincants, mais ils sont pas mémorables. À mon sens, vraiment, ils sont bien, ça marche très bien, mais voilà, ils sont pas mémorables. Par contre, encore une fois, le personnage mémorable, c'est le méchant. Dans la grande tradition des Disney, il y a toujours des méchants complètement charismatiques. Et ici, ce film est marqué par une méchante caricaturale et haut en couleur. De haute couture aussi, si on peut se permettre. Cruella d'Enfer, qui éclipse complètement les autres personnages. Elle veut se faire un manteau de fourrure avec les 101 Dalmatiens. C'est un personnage qui est assez moche, qui fume et qui n'est pas sympa. Vraiment, tout pour plaire, hein.
Elle est diabolique et bien sûr on a tout de suite la chanson de Roger en tête. Cruelle la diablesse, elle jette tant de sorts dans toute la ville. Voilà, mais elle n'use pas de magie, mais on pourrait penser certaines fois, mais malgré son apparence proche de la reine sorcière dans Blanche-Neige et de Maléfique dans La Belle au bois dormant, elle est asexuée. Enfin, oui, en quelque sorte, oui, elle est asexuée parce qu'elle a pas de forme en fait. Le manteau couvre intégralement son corps. Elle a une personnalité explosive, ce qui est assez amusante, mais en même temps, ça c'est un truc qu'on verra aussi dans Bernard et Bianca, et il y a un côté vieille pute. Non mais c'est un peu ça, je trouve, il y a un côté ultra vulgaire du personnage en fait, et ce personnage malheureusement, et c'est aussi le problème de certains Disney, il porte tout le film. Les méchants portent tout le film, et les gentils n'ont pas assez de charisme. C'est encore le problème, c'est exactement ce que j'avais dit dans 20 milieux sous la mer. Il y a des personnages qui ont trop de charisme et donc ils explosent complètement les héros qui n'en ont pas assez tout simplement, mais c'est un gros problème. Et nous avons les duos comiques, les frères Horace et Jasper, un duo comique, c'est vraiment le duo comique, pour faire rire les jeunes. Et dans le film, ils l'ont repris exactement de la même façon. L'un est plus réfléchi que l'autre, l'un est grand et maigre et l'autre est petit et gros. Voilà, il y a ce côté Laurel et Hardy qu'on retrouve. C'est un peu un brouillon, je trouve, pour Edgar, que nous allons avoir dans Les Aristochats. Burlesque, j'ai envie de dire, un côté extrêmement stupide. Ils sont tordants de bêtises et de maladresse. Mais ils sont pas vraiment méchants, c'est juste de gros nigauds qui provoquent l'hilarité à chaque apparition. Alors j'avais parlé dans un autre domaine, c'est-à-dire l'animation, d'une nouvelle technique concernant ce dessin animé. Et bien c'est la technique de la xérographie. Alors qu'est-ce que c'est que la xérographie? Ça permettait de faciliter l'animation de tous ces chiens, parce que quand même 100, c'est assez énorme. Et donc c'est la photocopie des dessins de cellulo au lieu d'une peinture individuelle à la main. L'ancrage est donc supprimé. Les dessinateurs peuvent ainsi dessiner des petits groupes de chiots qui sont ensuite dupliqués par la caméra. Un autre élément de production lié au procédé Xerox, c'est la possibilité de visualiser rapidement la production des animateurs. Ça c'est très pratique. Une contrepartie du procédé, ça a vu la résurgence des contours noirs des personnages pratiqués dans les années 20 par Disney. Donc c'est pour ça qu'on peut très facilement déceler les films qui ont été faits avec ce processus-là. Et malheureusement, ça va licencier des encreurs et des peintres dans le studio. Mais désormais, les dessins ne sont plus reproduits à l'encre manuellement sur cellulo, mais ils sont photocopiés. Tout le processus de fabrication est donc revu. Et c'est une technique d'animation qui vieillit plus rapidement que le reste. Mais c'est un tournant, voilà. Mais ils se sont pas arrêtés là, ils ont aussi filmé des maquettes pour le film, des décors en aplat. C'est un petit peu moins réaliste, l'animation est assez simple, mais ça marche bien et ça leur permet de faire des films à des coûts un peu moins élevés. Alors la mise en scène, je veux dire, c'est très très classique, il n'y a rien d'innovant au niveau de la mise en scène, mais il y a quelques situations qui sont vraiment très très sympas. Moi j'ai beaucoup aimé le téléphone canin. Voilà, ils vont dans le parc, ils aboient et l'annonce, la nouvelle est distribuée par les autres chiens qui font une sorte de, de téléphone arabe. Oui, c'est presque ça, mais ouais, de téléphone canin. Et t'as les maîtres qui gueulent, mais la ferme, et t'as les chiens qui continuent. Voilà, je trouve que c'est super bien, c'est très très amusant. Il y a plusieurs éléments qui ont été développés durant le film qui vont après être réutilisés dans d'autres productions de Disney. C'est-à-dire la recherche d'une forme de réalisme, voilà. Et aussi un film qui repose sur les valeurs familiales. Ça, c'est deux choses qui vont revenir très très régulièrement. En tout cas, durant la période de Wolfgang Reitermann, qui va devenir un espèce de gros nabab, de gros mamamouchi, parce qu'il va faire plein de Disney à partir de ces années-là. On a aussi des choses très classiques, toujours ce plan général, et après on plonge dans le détail, on présente l'univers dans lequel va se dérouler la scène, voilà, et dans un quotidien qui nous change du livre à ouvrir. Voilà, parce que dans les productions précédentes, on avait beaucoup de livres qui s'ouvrent, mais ici, voilà, on a des ouvertures stylisées avec ces plans généraux. Mais c'est pas si standard que ça, en fait, parce que la femme est forte et l'homme est faible. Enfin, pas si standard, ça va le devenir, l'homme faible, la femme forte. On l'aura aussi dans Bernard et Bianca, on l'aura aussi dans Peter et Elliot le dragon. Voilà, ça va se décliner. Mais voilà, quand je dis que il y a des thèmes qui vont revenir, des thèmes récurrents, là, oui, là, on les place pas mal. Et c'est un film aussi qui marque
le début d'une faste période pour le studio Disney durant la décennie des années 60, égalant presque les majors du cinéma, avant d'entamer un espèce de déclin, voilà, dans les années 70. C'est amusant comme il y a une espèce de vague. La morale. Alors, ce film a une drôle de morale. La femme considérée comme devant faire le ménage selon Pongo. Voilà, ça c'est amusant. La femme forte, Cruella. Et les hommes sont des crétins masculins. Le film comporte plusieurs stéréotypes à l'encontre des femmes. Voilà, les vaches, la nounou. Le message du film serait normalement qu'une femme seule, indépendante, sans désir de fonder une famille, est probablement à la fois folle et mauvaise. C'est pas très amusant. Et l'homme, c'est soit un con, soit un artiste qui est un peu bordélique. Alors, c'est pas mieux. C'est un film beaucoup plus modeste. C'est un film contre la mode aussi, parce que Cruella, elle est censée représenter quand même la top tendance. C'est un peu ça. L'image de Cruella est aussi une sorte de caricature d'une détestable riche excentrique. Un message peut-être anticapitaliste. Par contre, il y a un truc de fou. Et encore une fois, il n'y a que chez Disney que ça arrive. La conséquence du succès du film. Or, de ce que j'ai lu, le dalmatien dans la réalité, c'est assez méchant en fait. La race n'est pas très docile. Enfin, c'est plus difficile qu'avec d'autres chiens. Et le succès du film a eu, comme c'est souvent fâcheusement le cas, une conséquence fort négative. Il y a beaucoup d'enfants qui ont demandé, qui ont obtenu, ça c'est ça le pire, qui ont obtenu de leurs parents un dalmatien qui s'est révélé dans son comportement sans grand rapport avec le dessin animé. Donc les abandons se sont multipliés, les chenilles remplies de Pongo et de Perdita se sont remplies. Alors ça c'est bien triste, mais bon, hein, les enfants, voilà. Ils sont fascinés par les images, ils ne se rendent pas compte en fait que ce n'est pas la réalité, même si on essaye un style réaliste. Non, 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 non. Pour conclure, je pourrais dire, c'est vrai, à chaque fois qu'il y a un Disney, que c'est un chef-d'œuvre et tout ça, mais ce serait un petit peu chiant. Bien, ce film, il est bien, mais ça manque d'ambition. Surtout qu'on est passé avant par des fables et des contes, et maintenant on en est au petit film familial, voilà, mais qui a plu au public. Quant à moi, c'est bien mais sans plus. Je lui mettrai un 12 sur 20. Honnêtement, dans mon ressenti, hein, ce n'est pas une note objective et tout ça, c'est mon ressenti de spectateur, surtout sur la filmographie Disney. Pour moi, ce n'est pas mémorable dans les sensations qu'il m'a procurées. La méchante elle est bien, il y a des trucs sympas et tout ça, mais non. Je veux dire par rapport au livre de la jungle qui arrivera plus tard, qui est aussi, je crois, de Wolfgang Reitermann, ce film est minable à côté de livre de la jungle. Ouais, 12 sur 20. De manière générale, je dois bien dire que Les 101 Dalmatiens, c'est pas pour moi le meilleur long métrage du studio, parce que j'ai regardé de ces trucs sur internet, formidable et tout ça. C'est une préparation également aux Aristochats, qui vont venir un peu plus tard, les Aristocates, comme ils disent. Ce qui est bien, c'est que c'est un Disney qui n'est pas du tout prétentieux, mais ça manque peut-être un petit peu de sentiment, voilà. Enfin, je pense. J'ai terminé avec cette critique. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous trouvez que c'est le plus grand Disney et tout ça. Ou pas du tout, vous trouvez ouais c'est sympa au suivant. Comme moi, c'est un peu le cas. Eh bien, n'hésitez pas à poster un commentaire, ça me ferait très plaisir de parler avec vous de ce film. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de cette technique de la xérographie? Voilà, ça c'est intéressant aussi. Est-ce que vous aimez le dessin qu'il en ressort ou vous préférez le dessin manuel réalisé avant? Je reviendrai régulièrement sur le procédé avec les longs métrages qui vont venir. Et bien quant à moi, je vais rendre l'antenne. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques. Allez, salut!